Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Grande question qui sera posée à partir de demain, puisque demain, une convention citoyenne s'ouvrira autour de la question suivante que je vous lis. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? 150 Français tirés au sort pour des sessions régulières de 3 jours échelonnées jusqu'en mars devront donc bûcher sur cette question primordiale de la fin de vie. Avec en fond cette question de la remise en question justement de la loi existante, la loi Claeys-Leonetti, qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais permet d'ores et déjà une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades incurables au pronostic vital engagé à court terme, je cite les propos, et aux souffrances inapaisables. Alors cette convention citoyenne permettra-t-elle vraiment de poser proprement les termes d'un sujet grave et fondamental? Le débat ne serait-il pas déjà influencé, quand on connaît l'idéologie sur ce sujet des membres du gouvernement? Enfin, la question de fond de ce sujet, comment appréhender l'euthanasie qui relève de l'essence de la vie et de l'homme? Eh bien, c'est vers Rémi Tel que nous avons choisi de nous tourner pour approfondir ces questions graves. Bonjour Rémi. Bonjour Clémence, merci de me recevoir sur ce sujet effectivement très important. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, un cofondateur du collectif Peuple Libre et auteur de ce livre, entre autres, puisqu'il y en a de nombreux, Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Alors, Rémi Tel, que pensez-vous d'abord? On reste un petit peu sur la forme avant d'aborder vraiment le fond de ce sujet fondamental, de la méthode de la Convention citoyenne. Oh, c'est une méthode qu'on connaît un peu puisqu'elle avait déjà été éprouvée lors de la Convention sur le climat, vous vous en souvenez. Donc de démocratie participative, 150 Français, 67 millions de citoyens, ça pose déjà un petit peu des questions. Et cette Convention citoyenne va se dérouler sous l'égide du Conseil économique et social, dont le président, Thierry Baudet, ancien président de la Mutualité française, est un militant de longue date pour l'euthanasie. Donc il y a quelques doutes sur Oui. l'impartialité des débats qui vont se tenir. En parallèle, on a une mission d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti qui se lance au Parlement, présidé par Olivier Faure-Lorny, qui est lui-même militant et qui demandait il y a quelques semaines encore l'abrogation de cette loi. Donc il y a ce sentiment que les dés sont un petit peu pipés. Et puis il y avait aussi l'avis rendu par le comité consultatif national d'éthique, qui est, précisons-le, on l'a déjà dit à cette antenne, mais qui était dirigé par Jean-François Delfrécy, le même qui était le président du conseil scientifique choisi par Emmanuel Macron pour cette commission spéciale Covid. Et donc c'est ce comité consultatif national d'éthique qui avait posé cette question à l'époque, est-ce que notre mort nous appartient? C'est aussi le rôle du CCNE d'être une boussole pour à la fois les citoyens, mais aussi les politiques pour essayer d'avancer sur un sujet aussi complexe. Et voilà qu'il avait donné un feu vert plutôt consultatif au gouvernement sur ces questions. Oui, c'est assez ironique parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une grande consanguinité entre les politiques qui vont être chargés des questions là de la fin de vie, notamment par exemple Olivier Véran, qui s'est beaucoup engagé et qui plaide la liberté pour légaliser l'euthanasie, alors que ces mêmes politiques ou responsables parapolitiques comme Jean-François Delfrécy ont été des instruments d'oppression des libertés publiques et individuelles durant ces 2 dernières années. À nouveau, le soupçon est lancé. Oui, tout à fait. Alors, maintenant, reprenons les termes de la question posée. On ne va pas faire ici un devoir de philosophie. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Donc, finalement, on a déjà l'impression également que la question elle-même est orientée d'une certaine façon, Rémi Tel. Oui, alors la fin de vie est le parent pauvre du soin en France, dans un pays dont l'hôpital public est déjà gravement mis en danger.
Donc il est très clair qu'il est nécessaire aujourd'hui de réaliser des changements dans l'accompagnement, dans la prise en charge de la fin de vie, mais ces changements n'auraient pas tant lieu au niveau législatif, puisque la loi permet déjà cet accompagnement, mais plutôt au niveau budgétaire, puisque ce qui est autorisé et même placé comme horizon par la loi ne se réalise pas concrètement, faute de moyens. Aujourd'hui, 200 000 Français sont chaque année privés d'accès aux soins palliatifs, ces soins qui permettent de soulager la douleur. 26 départements restent dépourvus de toute unité dédiée, donc on n'a pas besoin d'une nouvelle loi, mais de plus de moyens pour mieux prendre en charge cette fin de vie à laquelle on sera tous, par définition, confrontés. Oui, parce que en fait, ce que vous voulez dire, c'est que avant d'envisager finalement une euthanasie, c'est-à-dire une fin de vie radicale, mieux accompagner les personnes en fin de vie, ce serait peut-être la meilleure solution. Et ça, pour le moment, ce n'est pas appliqué comme ça devrait l'être par la loi. C'est quand même très curieux, effectivement, parce que quelles que soient les options philosophiques qu'on peut avoir sur l'euthanasie, on en reparlera, je pense, un petit peu après, Oui. Devrait au moins s'assurer que tous les patients en fin de vie en France soient pris en charge dans de bonnes conditions avant de leur laisser éventuellement la possibilité d'accéder à l'euthanasie. Or, ce n'est pas le cas. Et on a tous connu autour de nous des personnes qui, souffrant d'un cancer, qui souffrant d'une maladie neurodégénérative, ont effectivement vécu leurs derniers jours dans des souffrances incommensurables parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la bonne prise en charge. Alors que les soins palliatifs permettent cette prise en charge globale, à la fois sur les souffrances physiques, mais également sur les souffrances morales, une prise en charge de courage également. Et donc, il faut leur donner les moyens d'exercer leur office. Oui, parce que c'est vrai que finalement, on a ces études qui prouvent que une grande partie des personnes qui désirent mourir et qui en fait donc demandent pourquoi pas l'euthanasie, en tout cas mourir dans le cadre d'une mort assistée, finalement elles le font parce qu'elles se sentent seules ou elles se sentent trop vulnérables, elles se sentent en dépression. Oui, les études qui sont menées montrent que 75% d'entre elles en Europe expriment un sentiment de solitude et 60% souffrent de dépression. On a même des statistiques plus parlantes encore. En Oregon, qui a légalisé de longue date l'euthanasie, la solitude est le motif premier de demande pour 93% des patients. Et donc les militants pro-euthanasie insistent beaucoup sur la question notamment des douleurs réfractaires, qui est une question extrêmement importante. Mais il ne faut pas négliger non plus l'impact qu'aurait la légalisation de l'euthanasie en termes de pression tacite sur les patients, qui pour beaucoup, étant déjà isolés ou se sentant un poids pour la société, seraient d'une certaine façon inconsciemment incités à recourir à cette méthode. Ouais, et puis on voit justement dans les actualités, dans d'autres pays, au Canada notamment dernièrement, je ne sais pas si nos auditeurs ont vu cette information, une ancienne militaire paraplégique s'est juste seulement plainte en fait du temps d'installation de sa rampe d'accès qui n'était toujours pas arrivée. En réponse, que lui propose le gouvernement canadien? Eh bien, il lui propose d'être euthanasié pour abréger ses souffrances avec le nouveau programme Medical Assistance in Dying. Voilà la réponse du gouvernement quand une personne qui demande seulement l'installation d'une rampe d'accès, c'est-à-dire une question pratique, on lui répond par écoutez, puisque c'est trop compliqué la vie pour vous, vous n'avez qu'à mourir. Oui, et il ne faut pas croire que ce sont des cas isolés, parce que les militants de l'euthanasie vous expliqueront bien sûr qu'en France, ça se passera jamais comme ça, qu'on va mettre un certain nombre de garde-fous, sauf que dans les pays européens qui ont légalisé l'euthanasie, par exemple la Belgique ou les Pays-Bas, on assiste déjà à un certain nombre de dérives. Sur les 27 000 dossiers étudiés par la commission de contrôle belge de la commission de contrôle de l'euthanasie, en 10 ans, seul un dossier a été refusé. En Belgique, aujourd'hui, comme aux Pays-Bas, on peut accéder à l'euthanasie, y compris si on est mineur, et y compris pour des problèmes d'ordre de la souffrance psychique, voire de handicap comme de l'autisme ou des troubles de l'apprentissage. Il y a eu récemment dans l'actualité belge ce cas d'une jeune fille de 23 ans, victime d'attentat de Bruxelles, souffrant d'une dépression qui n'avait pas été prise en charge sur le plan psychologique alors qu'on lui avait proposé une solution en France et qui a eu recours à l'euthanasie. Et je vous renvoie aussi à cette tribune qui a publié dans Le Monde il y a quelques jours Theo Beurs, qui est l'ancien responsable des lieux de contrôle de l'euthanasie aux Pays-Bas,
qui a participé à la légalisation de l'euthanasie dans son pays et qui alerte les Français en leur disant vous ne pourrez pas contenir les dérives en cas de légalisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, le cadre législatif sera très circonscrit à des gens dont le pronostic vital est engagé, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, avec cette méthode des petits pas, on élargira. Et puis, puisqu'on s'interroge sur la dignité physique, on peut aussi s'interroger sur la dignité sociale, par exemple, et c'est ce que font les Canadiens, et c'est ce qui permet cette espèce de dérive incroyable, un peu à la Soleil Vert, où aujourd'hui, la pauvreté est un motif recevable pour accéder à l'euthanasie au Canada. La pauvreté est vraiment un motif recevable, officiellement ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La précarité économique en est un. Il y a eu récemment un certain nombre de documentations dans les médias nord-américains sur le sujet. Aujourd'hui, des personnes estimant qu'elles ne parviennent pas à joindre les deux bouts et donc à remplir des conditions de vie dignes peuvent accéder à l'euthanasie et y ont eu accès. Ça leur a été autorisé. Et donc on voit bien la façon dont cette loi présentée comme une loi humaniste en fait peut être détournée à des fins profondément anti-humaines. Évidemment. Surtout que quand on voit, par exemple, l'exemple de pour reprendre l'exemple de cette ancienne militaire paraplégique, puisque l'information est relativement nouvelle, elle ne demandait pas l'euthanasie. Ça veut dire que maintenant, c'est vraiment ce que vous dites, on arrive dans une situation de forme de pression sociale pour ces personnes qui pourraient être considérées comme en surplus de la société ou en marge de la société. Elle demande seulement de l'aide pour sa rampe d'accès, ce qui est quand même pas très compliqué. Et à la place, on lui répond écoutez, vous n'avez qu'à mourir, finalement, ce sera plus simple. Et là, on voit vraiment la perversion du système qui sort seulement en effet, des problèmes de maladie ou d'accompagnement de fin de vie. Et là, on propose à quelqu'un de régler tous ces problèmes par la mort. Voilà, oui, vous n'aurez plus de problème parce que votre vie sera finie. Et la même chose pour cette jeune Belge que vous avez citée, en effet, qui souffrait d'une souffrance traumatique, évidemment, après les attentats, et à qui on ne propose pas de régler les problèmes moraux, psychiques, psychologiques, et à la place, on propose également une fin de vie. Et finalement, là, c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire c'est cette pression qui déborde largement du cadre initial qui vient s'installer et dans la dignité sociale, vous l'avez dit, dans les questions de pauvreté et également dans les questions traumatiques et psychologiques. Mais c'est gravissime ce que vous êtes en train de nous dire, Rémy Tel, en fait. Oui, et c'est pas simplement l'effet d'une paresse ni même de l'idéologie. Il y a des contraintes économiques très fortes, on le sait aujourd'hui, qui pèsent sur l'hôpital public. Et qui pousse à ces évolutions législatives. Le débat sur la légalisation de l'euthanasie est un débat ancien, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle en France, et je crois que c'est pas un hasard si c'est en pleine crise de l'hôpital public qu'il revient sur le devant de la table. On sait que les 6 derniers mois de la vie sont les plus chers pour la sécurité sociale. Et regardez par exemple l'engagement d'un certain nombre de mutuelles et du lobby mutualiste, l'engagement clair, je veux dire, à travers de tribunes dans les journaux, etc., en faveur de la légalisation de l'euthanasie. On voit bien que ces contraintes économiques sont en train de nous amener à des transgressions éthiques absolument majeures. Et évidemment, quand on sait aujourd'hui le reste à charge, par exemple, pour des familles dont un proche est en EHPAD, on imagine ce que ça peut représenter de pression inconsciente pour le résident, quand bien même elle ne serait pas verbalisée par l'entourage, mais parce qu'il sait que son fils, sa fille dépensent une partie non négligeable de son salaire dans le paiement de ses soins. Et donc, pour débarrasser d'une certaine façon la famille de ce poids-là, déciderait de recourir à l'euthanasie. Et on imagine bien que cela ne va pas aller en s'arrangeant quand on prend en considération le problème des retraites aujourd'hui, notamment, qui ne va faire qu'empirer avec le temps, évidemment. C'est vrai que ça pose de grandes questions. Rémy Tel, je voudrais qu'on revienne vraiment sur l'essence aussi de la question de la fin de vie, puisque là, on voit déjà les détournements. Mais si on reste seulement sur l'idée qu'une personne, étant dans ses derniers jours, souhaite avoir accès à l'euthanasie, pourquoi, selon vous, parce que je pense que c'est votre idéologie en tout cas, pourquoi, selon vous, il faut de toute façon refuser ce processus ?
Alors, il y a 25 siècles, Hippocrate a posé des principes très clairs qui garantissent au patient une relation de confiance avec son médecin parce qu'il sait que son médecin fera tout pour le soulager, qu'il ne s'acharnera pas de façon déraisonnable, mais qu'il ne lui ôtera jamais la vie volontairement. Et on a quand même ce principe assez éternel de l'interdit de tuer qu'on lèverait en cas de légalisation de l'euthanasie. Et tout principe auquel on accorde des exceptions est un principe qui s'affaiblit et à nouveau porte ouverte à beaucoup de dérives. En plus, il y a une petite nuance entre l'euthanasie, qui est un acte de mort réalisé par un soignant, et donc le soignant qui incarne à ce moment-là le visage de la société, le visage de l'État, et le suicide assisté, ce qui est un petit peu différent parce que là c'est réalisé par un tiers qui n'est pas un tiers soignant. Par exemple, en Suisse, ce sont des bénévoles d'associations qui vont réaliser l'injection. Alors ça pose aussi des problèmes, mais le problème politique est peut-être un peu moindre parce que ce n'est pas la société qui met fin à la vie. Et enfin, on a des cas limites. Il est inutile de les nier, de gens qui ne sont pas en fin de vie et donc qui ne peuvent pas bénéficier de la sédation profonde et continue, qui pourtant vivent dans des souffrances extrêmement importantes et qui ont manifesté avant leur souhait de ne pas rester dans cet état-là. Alors là, je vous dis, il y a deux options. Il y a celle du suicide assisté. Moi, je crois là-dessus que tout problème, si vous voulez, surtout quand ils sont à ce point minoritaires, ne doit pas trouver de solution légale. Oui. Parce que ce serait à nouveau entraîner une sorte d'effet de cliquet irréversible et avec des conséquences extrêmement larges. Et on sait déjà aujourd'hui que dans certains cas un peu de zones grises, il y a des interstices dans lesquels peut s'engouffrer la pratique médicale. Et jusqu'à preuve du contraire, aucun médecin n'a été poursuivi, sauf exception assez rare. Il y avait un médecin à Bayonne, mais c'était pour des raisons très particulières, suite à ce genre de pratique. Tout ne doit pas être réglé par la loi. Je pense que tout ne doit pas être réglé par la loi en matière de fin de vie. Une dernière question concernant finalement cette convention citoyenne, si on revient sur l'actualité. Vous considérez que cette convention citoyenne, elle ira plutôt dans le sens, a priori, parce qu'on le sait en plus, les questions posées comme ça à la population entraînent, je crois que c'est une grande majorité, 96% des Français, dans un sondage Ipsos pour lire la politique, c'était en 2019, sont favorables à l'euthanasie. Donc parfois on se dit, finalement, évidemment, la question, en fonction de la formulation de la question, etc., on peut imaginer qu'une grande tendance des personnes, tout simplement, peut-être aussi par empathie, se disent non mais il ne faut pas souffrir, donc vaut mieux privilégier l'euthanasie. Finalement, avec le résultat de cette convention citoyenne, que pensez-vous qu'il va advenir par la suite ? Je comprends les Français. Personne ne veut souffrir dans sa fin de vie. Personne ne souhaite observer des proches agoniser. Mais on a enfermé les Français dans un faux choix, qui est le choix entre l'agonie et l'euthanasie, alors qu'il existe une troisième voie, qui est celle des soins palliatifs, et qui permet à tout un chacun de mourir dignement, entouré des siens. Et la France ferait un gros pas en arrière si, parce qu'elle refuse d'investir dans la prise en charge de la fin de vie, elle décidait de légaliser l'euthanasie. Et d'ailleurs, les premiers concernés, ceux qui sont impliqués directement au contact des patients, eux, ils sont extrêmement opposés. On sait qu'il y a à peu près 97% des médecins qui déclarent qu'ils refuseraient de pratiquer eux-mêmes une euthanasie. Un certain nombre menacent même de démissionner en cas de légalisation. Moi, je pense quand même que tout reste ouvert. Je vous l'ai dit, la Convention citoyenne est un peu pipée, mais je remarque aussi, parce que je me suis beaucoup intéressé à ce sujet,
que le clivage est moins clair que sur d'autres thématiques de société. Et je pense qu'il est tout à fait possible de maintenir les garde-fous qui existent aujourd'hui au niveau de la loi. Eh bien, espérons-le. En tout cas, merci beaucoup Rémi Tel de nous avoir un petit peu éclairé sur ces questions très importantes. Je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Peuple Libre et auteur de ces livres. Ça y est, je les ai perdus. La chute de Prométhée, Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et rappelez-nous le premier. Et le premier, c'était vaincre le covidisme. Voilà, exactement. Et je vous dis peut-être juste un petit mot, Clémence. Quand on observe que ce sont les mêmes qui étaient dans cette attitude justement extrêmement covidiste, de privation de liberté, qui vous parlent de liberté pour légaliser l'euthanasie, ça doit quand même mettre la puce à l'oreille à nos compatriotes. Tout à fait. Merci beaucoup Rémi Tel et à bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.